Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, ça c'est sûr. Bon, je voudrais vous dire déjà merci Mongoudien, merci à l'organisation et j'espère très bien que c'est un début qu'on va continuer à rendre utile et très nourrissant dans le sens de toujours apporter une contribution, mais aussi de mettre en place des actions d'activation collective pour que nous puissions trouver notre propre chemin. Je voudrais vous dire merci, j'attends juste la protection. À tout le monde, je sais que c'est pas évident, ces temps-ci à Dakar, il fait chaud, la vie coûte cher, les déplacements aussi compliqués, mais vous avez fait preuve vraiment de patriotisme et de collégialité. On se retrouve ici. Alors, je vais aborder un thème qui est souvent, à mon avis, discuté dans le continent africain et à travers des experts, des coachs, des enseignants, des formateurs, des séminaristes. Et c'est un thème, parfois, chacun porte approche. Moi, je félicite. Ensuite, c'est qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans que je n'ai pas fait de conférence classique, mais je vais m'adapter et j'ai tellement aimé la Formule 1, ça me donne envie de faire un séminaire. Le thème que nous allons aborder, vous connaissez généralement. On parle de leadership. La question qu'on va aborder, c'est quel leadership voulons-nous parler? Les résultats que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont les résultats des recherches. Donc, ce n'est pas standardisé, c'est accepté ou refuté, mais avec des critiques. Et ça peut faire l'objet d'échanges et de discussions pour approfondir notre recherche aussi. Je parle plus d'influence, en fait. Je parle du pouvoir d'influence du leadership. Et j'attire l'attention par rapport à des leaders africains ou des jeunes qui souhaitent apporter un plus dans leur communauté. Mais en même temps, notre rôle et notre responsabilité pour cette décennie qui va justifier la place de l'Afrique dans les concerts des nations. Il est très important d'attirer l'attention de la jeunesse à partir de la base, mais aussi à partir du sommet, pour remettre en cause, je dis bien remettre en cause les fondamentaux, les enseignements reçus en Occident, mais aussi par ceux qui ont été en Occident, qui ont transmis une connaissance, une compétence pour la génération africaine. Elle est très importante. J'ai eu un débat hier soir avec quelqu'un qui m'a parlé, dont je connais un peu l'approche, de Maxwell. Vous avez souvent beaucoup entendu de Maxwell avec les 21 lois irréfutables du leadership. Je lui avais posé juste une seule question pour introduire le débat. Je lui ai posé la question, est-ce que Maxwell a fondé le leadership? Est-il le fondateur du leadership? Il me dit non. Il a mis en place 21 lois irréfutables. Moi, le mot, il y a deux choses dans cette expression. C'est le nombre, 21, et ensuite, irréfutable. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'en Afrique, on ne peut pas avoir des gens qui peuvent créer, par exemple, 14 lois irréfutables du leadership? Vous me suivez ou pas? Donc l'idée c'est un peu ça. Je veux parler de deux choses distinctes avant d'arriver au pouvoir. Je voudrais cette citation, partie de cette citation. Je ne suis pas partisan ni quelqu'un qui apprécie M. Bill Gates, non, mais j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, au cours du prochain siècle, les leaders seront ceux qui donnent aux autres le pouvoir d'agir. Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir d'agir dans sa phrase, qui m'intéresse. Mais pour ceux qui ont lu, par exemple, le traité de Sundiata Keïta, l'Union européenne n'existait pas. Les États-Unis non plus n'existaient. Il n'y avait pas la CEDEAO. Même HEC n'existait pas, que j'aime bien. Il n'y avait pas ces grandes institutions, n'existaient pas. C'était Sundiata Keïta et l'Empire du. Et donc, il y a un fondamental qui existe en termes de savoir-vivre, de transmission de connaissances, de compétences et l'organisation même de la société. Et ça, c'est africain. Pour ne citer que Sundiata Keïta, il y en a bien d'autres. Mais si nous restons dans notre époque aujourd'hui, on parle des leaders, généralement on fait allusion à ce qui est leader, manager ou chef, autorité, pouvoir. Ce sont des notions, il ne faut pas prêter confusion à tout ça. Il faut traiter chaque situation dans le contexte qui va avec. Alors moi je vais traiter la situation en fonction de son contexte. Je vais rester dans le contexte africain.
mais tout en prenant un peu ce qui se passe dans la globalisation, c'est-à-dire le monde aujourd'hui. Alors, je parle du chef et du leader. Du chef et du leader. Donc, comme vous savez, le chef, on obéit au chef. Quand on est devant un chef, on obéit au chef, tout simplement. On n'a pas d'autre choix. Parce que le chef a une représentation du pouvoir. Et cette représentation du pouvoir l'implique d'avoir ce qu'on appelle l'autorité. Et donc, de sur quoi je m'incline. Quand je parle de chef, je commence au plus bas de la compréhension. Je vais parler du chef du village. On est africain, n'est-ce pas? Quand on voit le chef du village, on s'incline. Les dames, en général, lorsqu'ils veulent servir le chef du village, quelque chose, on s'abaisse un peu, et les hommes, des fois, on s'incline. Ça, on appelle ça la contrepartie des attributions du pouvoir. Parce qu'en face de moi, j'ai une autorité. Premier élément. Deuxième élément, c'est que en Afrique, lorsqu'on parle à son papa, on lui doit du respect. C'est-à-dire le papa est le chef de la famille comme étant une institution. Jusque-là, vous me suivez. Je veux que vous compreniez la logique de manière graduelle pour que vous compreniez aussi que vous avez, vous, les potentiels de pouvoir changer les paradigmes de la notion du leadership. Il ne faut pas se focaliser seulement en disant que la vérité vient de l'Occident ou de l'Orient. Non. Il faut puiser les bases qui viennent des sources de l'Afrique. C'est-à-dire, quand je prends la famille comme exemple étant une institution, ça veut dire qu'il y a un chef qui dirige cette institution. C'est le papa, accompagné de sa femme qui est la maman. Donc, moi, étant sujet enfant, je suis soumis à une autorité parentale. Jusque-là, vous comprenez. Lorsque nous quittons l'étape de l'autorité parentale, nous arrivons par exemple à l'étape de l'autorité entreprise, qui implique ici un leadership contractuel. Je m'explique. Quand on a un contrat avec une entreprise et qu'en face de ça, on a un chef qu'on appelle directeur, ou un chef qu'on appelle PCA, ou un chef qu'on appelle, si vous voulez, directeur de ressources humaines, moi qui suis employé, par exemple, dans une banque, et que je suis juste caissière ou agent commercial, je suis soumis à ce qu'on appelle l'ordre de l'entreprise, que d'autres appellent le règlement intérieur, qui en fait limite mon pouvoir d'action. À ce niveau-là, je ne peux pas même prendre une initiative dans la mesure où je vais contribuer. Le pouvoir qui m'a octroyé, c'est un pouvoir qui est donné. Vous me suivez jusque-là? Le pouvoir qui m'a octroyé, c'est un pouvoir qui est donné. À partir de ce moment-là, le leader fait autorité. Le leader qui peut être le chef d'entreprise, qui peut être aussi votre collègue, mais du point de vue hiérarchique, il est très élevé. Donc vous faites allégeance à cette personne. Il y a la cohérence, il y a ce qu'on appelle l'envie, il y a ce qu'on appelle la motivation, il y a ce qu'on appelle le courage, qu'ont généralement le leader, et il a envie de s'exprimer. Mais il ne peut pas s'exprimer parce qu'il est fermé autour de ses pouvoirs qui limitent ses actions. Jusque-là, vous suivez. Après, vous avez ce qu'on appelle le leader en soi. On a souvent dit tout à l'heure, Jean a parlé de la définition du leadership. Mais ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est trois éléments. Trois. Premièrement, je vous ai parlé du chef. Deuxièmement, c'est les leaders. Et troisièmement, c'est le leadership. Dans nos recherches, je dirais, je rajoutais les actes du leadership. Je m'explique. Lorsqu'on est leader, on est censé avoir trois dimensions d'expression existentielle. Ce que j'appelle, premièrement, la dimension vision. Le leader doit avoir une vision qui doit pouvoir l'élargir. Mais pour élargir cette vision, il doit avoir la deuxième dimension qui lui permet d'expliquer cette vision-là. Parce que s'il n'arrive pas à expliquer cette vision, ça devient un problème. D'où la nécessité pour les leaders de développer les capacités qu'on appelle, par exemple, s'exprimer avec aisance, prendre la parole en public, maîtriser les techniques d'art oratoire. C'est très important. Parce qu'il faut expliquer votre vision. La troisième dimension, c'est de savoir comment exprimer cette vision. Et quand vous exprimerez cette vision, c'est à travers des astuces que j'appelle l'acte du leadership et qui s'exprime à travers le comportement, l'exemplarité. Alors, moi, je résume à propre définition. Ça n'a rien à voir avec Larousse ou Tipo, tout ce que vous voulez de l'Occident.
Et je comprends naturellement, parce que vous savez, en Afrique, nous avons reçu la transmission de la connaissance par l'oral. Et or, l'oral nous permet d'observer, d'avoir ce qu'on appelle l'observatoire de l'univers, l'observatoire du fonctionnement du monde. Qui peut me dire comment voit-on le leadership? On ne voit pas le leadership. On le sent. On le voit à travers des actes. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut palper, ce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir. C'est une énergie, par définition, mais concernant personnellement, le leadership est une énergie sociale qui tourne autour d'un collectif pour simplement une action réussie, pour faire chemin ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Or, cette énergie est en toute personne, mais seulement c'est un potentiel qu'il faut exprimer à chaque fois et qu'il faut aller et vouloir avoir cette envie d'extirper cette énergie qui est en nous pour une cause. Un vrai leader, je dis un vrai avec V, un vrai leader, c'est celui qui sait prendre des engagements. Alors quand on prend les engagements, on suscite les autres à aller vers l'avant. Or, le problème du leadership en Afrique, diapo, le problème du leadership en Afrique, cette image représente pour moi deux possibilités de penser sous les deux. Le monsieur que vous voyez que je sers la main, c'est l'ancien ministre, premier ministre, excusez-moi, de Madagascar. Le monsieur à côté, il est juste son ancien conseiller et directeur du cabinet du Premier ministre. Et ce ministre, il a été aussi ministre à la Défense. J'ai été invité à Madagascar en 2018 pour une conférence sur la sphère de la jeunesse malgache. Quand vous regardez la photo, quand je fais les formations de micro-expression ou encore en leadership offensif, j'aime prendre cet exemple pour analyser les images, le regard, la salutation, la prestance et le pouvoir que dégage la photo. J'ai tellement adoré le photographe, et avant de partir, je lui avais remis $500. Parce que cette photo m'avait amené plus. J'ai dit non, tu dois avoir $500 à cause de cette photo. Pour moi, c'était la plus belle des photos, parce que je me disais que cette photo allait m'aider à comprendre exactement ce que je fais. Pourquoi j'ai mis cette photo? Et quand je parle de prendre des leadership, je lui ai posé des questions. Je continue à parler avec les messieurs. Je lui ai posé une question, je lui ai dit, mais monsieur le ministre, avec tout ce que vous avez acquis aujourd'hui à travers votre expérience, quel héritage pour la jeunesse africaine? Puisque vous me faites venir à Madagascar pour animer une conférence sur ces questions-là, c'était Forum économique international. Vous avez la réponse. J'étais très heureux, j'ai parcouru une bonne expérience, je rencontrais des personnes dans le monde, et pour moi je rends grâce à Dieu. Moi je suis d'accord avec ça. Mais dans sa phrase, je n'avais pas trouvé la place et l'intérêt de la jeunesse africaine. La place et la succession de son héritage. La place et le rôle que peut jouer un leader qu'il était par rapport à la jeunesse montante. C'est-à-dire que nous, notre génération, nous là, on se dit on monte, on arrive, et ceux qui sont en bas là, on ne peut pas les tirer. C'est ça le problème des leaders en Afrique. C'est-à-dire j'ai un poste, c'est mon poste. Une fois que je suis parti, bon, celui qui vient, c'est pas mon problème. C'est-à-dire, même autour de ta ceinture, il n'y a pas des gens que tu veux propulser. La deuxième question, quand je disais, je posais à son assistant en lui disant, mais vous avez longtemps duré avec le ministre. J'ai une question à vous poser, vous. Et je disais que je pose des questions en termes de sondage, d'enquête, c'est pour améliorer moi ce que je fais. Vous voyez, je vous raconte la raison de la question de nos échanges, c'était ça. Alors, il me dit, j'ai assisté à votre conférence et il y a deux choses que j'ai retenues. Il a esquivé ma question. Ensuite, je le ramenais en lui disant, d'accord, je veux reformuler ma question. Parce qu'il était candidat aux élections, aux dernières élections présidentielles, il était candidat. Je dis, mais vous n'êtes plus directeur du cabinet. Vous avez passé 20 ans d'expérience. Est-ce que vous avez produit un article qui fasse réfléchir la jeunesse? Est-ce que vous avez, par exemple, écrit un livre sur tout votre parcours? Nada. Et moi, ça me dérangeait parce que je me disais, comment des responsables organisent des rencontres extraordinaires, mais n'ont pas un fondement par lequel on peut se servir comme source. Le problème du leadership en Afrique, c'est ça. On n'a pas d'héritage, on n'a pas des gens conformes pour la succession.
et on veut toujours être là. Et ça commence le jour où on dit que non, je suis leader ou je me sens leader. C'est là où le problème commence. Ensuite, je veux parler des actes. Quand je veux parler des actes, c'est le fait d'être exemplaire. Il y a une différence entre être chef d'entreprise et être un leader. Les leaders ne suivent pas des règles. Ça peut commencer par l'action innée ou ça peut commencer par la sensation, mais j'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a des éléments essentiels qui font que je parle du pilier du leadership. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut développer son leadership. Je parle de pilier du leadership dans mon livre. Je vais vous partager un peu de recherche. Le premier pilier du leader, c'est premièrement communiquer. Un leader doit savoir communiquer, mais il doit dans sa communication poser des actes qui unissent, pas des actes qui divisent. Et nous remarquons souvent ces genres d'attitudes au niveau des vies politiques ou des politiciens. C'est-à-dire chacun essaie de se frayer un chemin juste pour arriver quelque part. Ils seront prêts à tout pour écarter d'une manière ou d'une autre les gens qui les ont conduits même au sommet ou les ont poussés. L'essentiel que j'arrive. C'est-à-dire quand vous voyez ça, même si quelqu'un est populaire, ça ne donne pas l'expression que la personne est leader. Le leadership, ce n'est pas le sens d'être populaire ou d'être toujours dans les médias, être toujours invité, ce n'est pas ça le leader. Un bon leader, c'est lui qui est capable, je dis encore le vrai, c'est lui qui est capable de faire en sorte que nous tous nous soyons heureux et que nous vivons pleinement, n'est-ce pas, notre responsabilité de la vie, chacun dans sa place. Alors, je parlais de ces piliers en disant, premièrement, c'est d'abord la communication. Deuxièmement, c'est essentiel que le leader puisse avoir une vision. Il faut avoir une vision. Vous ne pouvez pas être un leader si vous n'avez pas une vision à développer dans sa dimension que je viens de citer précédemment. Ensuite, troisièmement, c'est que le fondement du leader, c'est de développer tout ce qui est pouvoir en soi. Et là, je parle de deux types de pouvoir. On a souvent tendance à dire en Afrique centrale, et j'ai souvent remarqué ça les 30 dernières années lorsqu'il y a eu des élections. C'est-à-dire que le monsieur, vous savez qu'il a triché aux élections. Mais vous venez, vous dites, c'est Dieu qui fait ça. C'est pas sérieux. Il faut qu'on sorte de ça. Ils vont nous donner la phrase la plus évidente qui semble être religieuse. Ils disent, tout pouvoir vient de Dieu. Et puis vous vous taisez. Je vais vous rajouter un élément qui est important. C'est vrai, tout pouvoir vient de Dieu. Mais tout pouvoir n'est pas permis par Dieu. Et c'est à partir de là qu'il faut comprendre que lorsque le leader, dans sa dimension, dans sa troisième dimension, il ne peut pas développer ces pouvoirs-là, c'est-à-dire ou le pouvoir qui vient du ciel, ou le pouvoir acquis. Parce que le pouvoir, on peut l'acquérir. On peut acquérir le pouvoir, on peut vous donner le pouvoir, on peut vous attribuer le pouvoir. Mais c'est au leader de choisir le pouvoir qui est le mieux placé pour que aucune autre force interne et externe ne bouge les lignes de sa vision. Je m'explique. Quand on vous donne le pouvoir, vous avez le pouvoir, mais vous êtes limité. Les pouvoirs administratifs. Quand c'est une organisation, vous savez, aujourd'hui, les gens parlaient, il y a 10 ans arrière, on avait souvent tendance à parler des consortiums, on parle des entreprises, on parle des fusions d'organisations, on parle des multinationales. Lorsqu'une multinationale vous nomme, par exemple, directeur régional, je dis Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, vous avez un pouvoir. Mais vous ne pouvez rien faire selon la stratégie qu'ils auront établie. C'est la stratégie qu'ils vont établir qui limite en fait votre pouvoir d'action, votre pouvoir d'imagination, votre pouvoir de participation. Vous serez tendance à dire, bon, je vais démissionner, je vais créer mon entreprise. C'est justement parce que ces pouvoirs-là vous étouffent. Vous me suivez? Ensuite, une fois que vous aurez choisi votre pouvoir, vous allez revenir sur la mère racine de la vision qui va vous permettre justement de communiquer, d'élargir et encore de développer votre pouvoir. Mais il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Moi, je connais des gens qui peuvent aller chercher le pouvoir autre que le pouvoir donné, mais ça peut être le pouvoir attribué. Je parle par exemple pour nous Africains, ce qu'on appelle le pouvoir ancestral. Je vais te liguer l'héritage familial. Et dans cet héritage familial, il y a un pouvoir. Mais ce pouvoir encore est limité. Parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Et vous serez toujours confronté à un certain nombre de choses. Diabo.
Alors, je vais parler de quelque chose, soit vous savez, mais vous ignorez, soit c'est un rappel. Ça vous dit quelque chose, ça? Moi, je suis très traditionnel. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est? C'est pas américain. C'est pas du tout européen. Ça sont des masques. Ce sont des masques. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Le pouvoir a deux sphères. Si j'écris ici, vous allez voir. Vous voyez? En A, vous avez ce qu'on appelle le masque. Et en B, vous avez ce qu'on appelle le rôle. C'est tout. Voici les deux sphères du pouvoir, d'influence du leadership. Un leader, un vrai leader, doit avoir le masque et le rôle. Le masque, ça veut dire quoi? Dans la vie en général, vous savez, on est ici. La vie est dramaturge. C'est-à-dire chacun joue un rôle. Ça dépend de la place que vous êtes et le rôle que vous jouez par rapport à quelque chose. Chacun nous joue un rôle. Il faut identifier quel est mon rôle dans ma vie ou dans ma communauté. Et vous allez apporter pleinement en termes de succès une fois que vous aurez identifié. Quand je parle de masque, c'est comme un acteur qui joue un rôle. Imaginez un acteur, isolez votre pensée, un acteur qui joue un rôle. C'est le masque qu'il a, qui présente. C'est ce masque-là qui est la représentation du personnage qu'il donne. Le leader doit porter le personnage qu'il veut que le monde puisse le voir. Mais il doit avoir une autre sorte de sphère, c'est le rôle. Quel est mon rôle quand je porte le masque? Et quel est mon rôle quand je ne porte pas le masque? On appelle ça identité. Vous suivez? Donc à partir de l'identité, vous puisez le pouvoir qui influence. À partir du masque que vous avez, vous portez aussi un pouvoir qui influence. Et moi j'insiste sur l'influence positive. D'accord? Diapo. Alors ici vous avez un chef et un leader. Je suis sûr que, enfin il n'y a pas de génération 2000 quand même, je suis sûr que vous connaissez ces hommes-là. Celui de droite et celui de gauche. Martin Luther King, le type il est très bien habillé, hein, j'aime bien ses costumes. Mobutu, c'est et Martin Luther King Jr. La deux représentations pour moi qui me paraissent, parce que l'autre c'est un chef. Et pourquoi je prends son exemple? Parce que tout simplement, il a dit aux Occidentaux, vous ne trouverez jamais un Africain qui porte un nom juif. Il dit, pardon, excusez-moi, vous ne trouverez jamais un juif qui porte un nom africain. Si un jour vous trouvez un juif qui porte un nom de Mamadou ou bien Ndiaye, ou bien tout ce que vous voulez, venez me le montrer. Aucun juif n'est venu montrer un nom d'un juif qui porte un nom d'un africain. Et il les a dit, chez nous, ce que vous appelez démocratie, nous on n'appelle pas ça démocratie parce qu'en Afrique, il n'y a pas d'opposition. Il y a la juxtaposition. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne suis pas en train de déranger votre concept de la démocratie. Je dis tout simplement, en Afrique, il n'y a pas de démocratie. Nous vivions bien dans ces années-là. Et il les a expliqués en disant, ok, mais comme dans ces moments, c'est vous qui dominez, nous allons épouser la démocratie. Mais laissez-nous épouser la démocratie à notre manière. Il raisonnait en tant que chef. Lui, il dit, je rêve qu'un jour, vous, le blanc, et mes enfants puissent aller ensemble. Vous voyez? C'était un rêve. Il a développé une vision d'abord. Il a porté une vision. L'autre a porté une vision. Mais cette vision, il n'a pas su l'élargir à l'Afrique. C'est lorsque Senghor parle de la négritude. C'est une vision que Senghor porte de la culture. L'une des choses passionnantes qui me reste du président Senghor, c'est de rester enraciné et ouvert. Quand il parle de l'enracinement et de l'ouverture, je suis sûr que des milliers d'Africains ne comprennent pas la dimension du leadership qu'avait Senghor lorsqu'il parlait de ça. Mais ce dernier a réussi à dimensionner un peu la négritude avec d'autres comme Aimé Césaire. Mais le maréchal s'est resté restreint avec son Zaïre pour parler de l'authenticité. Mais en réalité, aujourd'hui, les Africains veulent être authentiques. Les Africains, ils veulent être authentiques. Il n'y a pas un Africain aujourd'hui qui veut copier
Non, en tout cas pas de cette génération. Diapo. Alors, il est toujours important dans le pouvoir d'influence de comprendre la notion du pouvoir et surtout du leadership. Si les gens parlent du leadership en tant qu'expression venue de l'Occident, ça n'engage que eux. Mais au moment où dans votre communauté, vous n'apportez rien, il n'y a pas d'expression en termes d'actes, en termes d'engagement pour la communauté, vous ne donnez aucun sens du leadership. Et ça pose problème. Et donc votre pouvoir diminue. C'est-à-dire, à chaque fois que vous jouez le jeu où vous voulez entamer le masque du leader, acceptez que vos actes soient exemplaires. En termes de légitimité, acceptez que vos actes soient exemplaires. Des actes qui activent les autres. C'est devenu comme des moteurs, des énergies, qui fait que même si X n'est pas là, les choses fonctionnent. Même si X un jour meurt, c'est-à-dire que ça va rester. J'ai eu un débat avec Niseba sur Thomas Sankara à Madagascar. Nous avons beaucoup parlé. Je me suis posé la question suivante. Je ne prends parti à personne. Moi, je suis scientifique, je ne fais que faire des recherches et je pose des problématiques pour essayer de trouver des solutions, peut-être la vérité à mon sens. On a tellement parlé de Sankara comme modèle, je suis d'accord, des expressions, des citations. Le jeu, il a joué quelque chose de formidable au niveau du continent de Burkina Faso. J'ai posé la question, est-ce que Sankara n'a jamais tué quelqu'un? Est-ce qu'il n'a jamais éliminé des gens? Je parle de l'homme en tant que militaire. C'était capitaine. C'était un capitaine. Et lorsqu'on fait un coup d'État, il y a toujours le sang quelque part, ça coule. Même si c'était simple, il y a toujours le sang. Alors, vous remarquerez que ce qui remporte plus sur les actes de Sankara, ce sont la position qu'il avait. Et justement, je voulais qu'on puisse aborder cette partie. J'ai dit, quand je parle des actes du leader, c'est celui qui est capable tout le temps, de ne pas créer de confusion, des divisions, des séparatismes, mais d'être toujours dans l'expression des unes les autres. Et de faire en sorte que l'autre soit peut-être mieux que moi, qui puisse évoluer. Tant qu'on n'a pas ces personnes-là en Afrique, vous allez avoir tendance à ce qu'on puisse répéter. Je disais aux Gabonais la dernière fois, la décennie là, si on ne fait rien, on va être recolonisé. Donc il faut repartir en 1960 pour remonter encore la pente. C'est-à-dire que ceux qui sont venus avant nous n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Et nous avons l'obligation de faire tout pour changer les choses. Assimi Goïta, on m'a posé la question si je voyais en lui un leadership. J'ai dit, je vois des actes. Je vais entendre une vision. On m'a demandé, quelqu'un m'a appelé pour dire, docteur, vous avez entendu le discours du Premier ministre par intérim du Mali aux Nations Unies? J'ai dit, j'ai entendu. C'est quoi votre avis? J'ai dit, je n'ai pas entendu quelque chose qui m'a séduite. J'ai entendu quelqu'un qui vient sur l'estrade des Nations Unies faire des attaques directes. Nous ne devons pas, nous, en tant qu'Africains, avoir cette posture-là. Non. On doit mener le combat de manière intellectuelle et crédible. J'aurais aimé que ce soit le ministre des Affaires étrangères qui puisse prendre la parole au niveau des Nations Unies et parler. Pas attaquer des gens. C'est-à-dire faire la différence entre ce qu'il y a et ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Nos intérêts, nos intérêts. C'est ce débat-là qu'il faut avoir. Senghor, Charantale nous a appris, il nous disait, armez-vous de connaissances, parce que moi je crois que à vérité égale, compétence égale. Diapo. Le niveau d'influence, je vais aller très vite, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je parle de l'environnement, de l'économie et du social. Diapo. Alors, ce qui m'intéresse, c'est surtout de parler de deux niveaux du pouvoir d'influence. Ça, c'est très important. Le premier niveau, c'est le niveau de poste. Quand on vous nomme dans un poste de positionnement, c'est-à-dire directeur, chef d'entreprise, directeur régional, mon cas, par exemple, quand je deviens directeur régional, j'avais la sensation que je pouvais tout faire. Je pouvais appeler, je pouvais... voilà. Alors que ce n'est pas ça. Mais vous avez ce qu'on appelle la description de travail, on vous dit que c'est ça, point final. Vous amenez quelque chose, on dit non, c'est pas ça. Vous voulez apporter, on dit que c'est pas ça. Donc, vous remarquerez que vous êtes limité quelque part et vous ne pouvez pas avancer non plus. Donc, le premier niveau principal du pouvoir d'influence, c'est votre position.
Ça peut être, au niveau de la famille, c'est aussi votre position. Au niveau de l'entreprise, c'est toujours votre position. C'est à vous de bouger pour avoir la position qui vous revient. L'autre deuxième niveau d'influence du pouvoir de leadership, c'est qui est, je mets ça en guillemets évidemment, c'est les diplômes. C'est les diplômes. Mais ça ne définit pas que le fait qu'on a autant de diplômes qu'on est un leader, c'est faux. Il y a des gens qui n'ont pas obtenu des diplômes, ils ont un sens des responsabilités et d'engagement que ceux qui ont été à l'école n'en ont pas. Donc voici un peu le parti que je voulais aborder rapidement par rapport au pouvoir d'influence, du leadership. Je tenais à vous remercier. Je m'arrête là et s'il y a 2 ou 3 questions, je répondrai. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse.